VIe siècle. Parti de son Irlande natale, le voilà levant les voiles. L'Irlande. Une île qui avait été sauvegardée dans l'Empire romain, une île qui avait aussi été épargnée par les invasions barbares de l'effondré Empire romain. Son Irlande est alors un lieu d'un âge d'or où sa culture chrétienne rayonne sur les pays voisins. Toutefois, imaginez une Irlande unifiée et en paix est loin de la réalité. C'est plus différents clans indépendants se faisant la guéguerre. La seule chose qui les réunit est une culture chrétienne, bien à elle, centrée sur la ruralité. Il faut rappeler que cette époque est profondément rurale. Pour couvrir tout ce milieu rural, la politique irlandaise est comme dispatchée et décentralisée en petits clans ici et là. Et chaque petit clan est souvent chapeauté par un monastère. Un monastère lui-même dirigé par un abbé. On parle alors d'abbaye. L'abbé du monastère, de l'abbaye donc, est alors pour les lieux et alentours comme une sorte de maire. Ce mode d'organisation politique et religieuse est ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme celtique. Ici est illustrée une tentative de reconstitution de l'abbaye de Bangor, fondée en 558. Il ne faut pas imaginer donc de grandes et solides abbayes faites en pierre et colossales. Souvent les monastères irlandais sont des endroits calmes et ouverts, où il n'y a ni cloître ni réfectoire et tout se fait en plein air. L'abbé de ce monastère joue un peu, donc encore une fois, comme le rôle de maire. Un mode d'organisation que connaîtra pendant longtemps notre bourg, avant même de s'appeler Saint-Saëns. Voilà pourquoi j'en parle. Autour des années 600, ce christianisme celtique est exporté par plusieurs moines irlandais. Ces moines voyageurs proviennent d'Irlande, donc lieu originaire de ce fameux christianisme celtique. L'Irlande comme l'Écosse, pour être plus précis. Deux régions actuelles qui auront plusieurs relations historiques avec notre bourg à travers les siècles. La première étant l'histoire que je vais vous raconter là, l'histoire d'un moine irlandais qui exportait justement ce christianisme celtique irlandais. Quand on y pense, c'est presque contre-intuitif, surtout pour un moine. Dans notre imaginaire collectif, un moine, il reste loin de tout, il reste isolé et sédentaire, bien caché dans son monastère. Et ici, avec lui, c'est tout le contraire. Lui, il part à l'aventure. Lui, un moine, il s'exile de ses propres terres. On appelle ça l'exil volontaire. Dans la spiritualité irlandaise, le fait de s'exiler était un des moyens pour se punir de ses péchés, en gros. Une pénitence, donc. La pérégrination pour le Christ. L'idée est de marcher au nom de Dieu, partir à la rencontre des populations et propager les savoirs et connaissances. Le rôle de notre moine est alors de prêcher la parole chrétienne là où les barbares se sont installés. Les fameux peuples germaniques comme les Angles, les Saxons, les Francs ou les Visigoths. Lorsqu'il arrive en actuelle France, autour de l'année 585, il se trouve au milieu d'une population mi-franque, mi-gallo-romaine, perdant de sa foi chrétienne. Contrairement à son Irlande, ici, côté continent et royaume franc, tout est centralisé sur les grandes villes comme les restes d'un empire romain citadin. Il y coexistait alors comme deux écoles de chrétienté. L'une dans nos villes, dirigée par un évêque roman et franc, et l'autre dans nos campagnes, dirigée par un moine suivant le christianisme celtique irlandais. Une pseudo-rivalité qui a été notamment instrumentalisée par les rois et reines francs. Ouais, même à l'époque, on instrumentalisait les choses pour gagner du pouvoir et en popularité. En traversant les royaumes francs, le moine irlandais en question a donc marqué les esprits des Européens. À l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs, et même jusqu'au pape. Ce voyage n'est pas le résultat de n'importe quel moine irlandais. Je parle depuis tout à l'heure du grand moine voyageur, Saint Colomban, qui est à l'origine d'une quarantaine de monastères dans nos campagnes européennes. Colomban a marqué son passage dans de nombreuses villes et villages. Saint-Coulon, en Bretagne, là où ils sont débarqués près de Saint-Malo, porte carrément son nom. Entre son arrivée ici autour de 585 et son arrivée dans la région de Luxeuil autour de 587, il passe donc par Rouen et y repartirait en remontant vers le nord. Serait-il passé par l'actuel lieu de notre bourg ? Serait-il le fondateur du tout premier lieu de chrétienté ? Des rumeurs l'évoquent. Si c'est le cas, Colomban serait alors notre premier Irlandais, un siècle plus tôt avant même que le moine Sang donnera son nom à notre bourg. Mais manque de preuves, on ne peut pas l'affirmer que le premier Irlandais soit Colomban.
On gardera donc en tête que notre premier Irlandais est notre moine San, dont nous allons maintenant parler. 7e siècle. Parti de son Irlande natale, le voilà levant les voiles. L'Irlande. Une île qui avait été sauvegardée de l'Empire romain, une île qui avait été aussi épargnée par les invasions barbares de l'effondré Empire romain. Son Irlande est alors le lieu d'un âge d'or où sa culture chrétienne rayonne sur les pays voisins. Imaginez une Irlande unifiée et en paix est toutefois loin de la réalité. Il y avait des guéguerres de clans, des kidnappings, des pirateries. Tout jeune, notre moine fut capturé de sa riche famille irlandaise. Les personnes l'ayant enlevé auraient été des pirates et l'auraient réduit à l'esclavage. Je reste au conditionnel car on n'en sait trop rien finalement. Peut-être qu'il est parti de son Irlande de lui-même en fait. Mais c'est l'histoire qu'on en garde. Tout ce qu'on sait par contre c'est qu'il était jeune lors de la traversée de la Manche en quittant son Irlande. Jeune mais pas confondu comme enfant, donc peut-être autour de 16-20 ans ou en tant qu'adolescent. 664, ce sera autour de l'an 664 que notre moine arrive en France actuelle, plus particulièrement à l'abbaye de Jumièges. Les moines francs de Jumièges ont l'habitude de racheter des esclaves enfants des ports britanniques pour les ramener ici. Et ce serait lors de ce voyage que notre moine serait arrivé en France. Ici, donc, à Jumièges, ce sont déjà plusieurs centaines de religieux qui cohabitent, sans compter les domestiques et serviteurs. Par déduction, on peut imaginer que notre moine soit né autour de l'année 646. Mais alors là, je fais de grosses suppositions. Déjà que l'arrivée en l'an 664 est une des possibilités parmi d'autres, pour son année de naissance, on en est loin d'en être certain. On n'est même pas certain qu'il soit réellement irlandais en fait, mais peut-être écossais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est issu d'une famille aisée de culture gaélique, entre l'Irlande et l'Écosse et toutes les îles entre les deux. Depuis son arrivée à Jumièges, il n'est pas connu sous son nom gaélique, mais son nom latin, de Sidonius. Donc aucune idée quel est le rapport avec quelconque forme gaélique. Le professeur en études médiévales Jean-Michel Picard propose que Sidonius soit une forme latine de Setna, un nom irlandais qui se prononcerait quelque chose comme Shaidna. Setna aurait été donc le nom gardé pour le bourg, devenu sans puissance au fil du temps. Une autre explication que je préfère serait que sans provienne d'un nom irlandais qui se prononce entre Sean et Sharon, comme Sean Paul ou Sean Connery. Ça équivaut au prénom français Jean. Donc, en suivant cette supposition, par traduction du gaélique au français, on aurait dû dire qu'on habite à Saint-Jean et pas à Saint-San. On serait alors des Saint-Jeanais. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pour y faire référence, dans les articles historiques et livres de sciences, on l'appelle Sidoine de Jumièges. Jumièges, il y passe près d'une dizaine d'années. C'est là qu'il se confronte à la culture franque. C'est là qu'il devient moine. C'est là qu'il se fait connaître par les hauts placés du clergé. Car oui, notre moine Sidoine était reconnu et bien vu par tous, si ce n'est même peut-être jalousé de son irréductible piété. Il était en effet une sacrée perle dénichée par les moines de Jumièges. L'abbé historien Lotte le qualifie carrément d'illustre conquête. Sidoine est très rapidement repéré comme un modèle à suivre. Il mangeait peu, macérait son cœur par diverses austérités et lui laissait prendre un peu de repos la nuit. Il veillait continuellement sur lui-même pour conserver une pureté parfaite dans la chasteté dont il faisait profession. Il est tellement un modèle dévoué au christianisme qu'il obtient carrément le respect et la confiance de saint Philibert, fondateur même de l'abbaye de Jumièges. Il devient l'un des moines en qui Philibert a le plus confiance, presque son bras droit on pourrait dire. Être bien vu de saint Philibert, ce n'est pas rien, hein. C'est lui qui dirige et a fondé donc encore une fois l'abbaye de Jumièges en 654. Philibert voulait y mettre à l'époque en pratique sa propre vision de l'organisation religieuse, accompagné et fortement aidé par la royauté. Ouais, les subventions de l'État à l'époque, ça existait déjà. Rois et reines francs cherchaient à unifier le royaume franc. Et investir à travers des sortes d'écoles prêcheuses que sont les monastères était une manière de faire. À l'origine de cette machine à créer des moines disciplinés, nous avons donc Philibert lui-même, formé par un disciple de Colomban. Ouais, c'est le même Colomban que cité précédemment. Jumièges se fait connaître dans le royaume comme un lieu réputé à la pointe des lettres, sciences et connaissances, telle une des plus belles actuelles universités. Après, ça reste malgré tout un monastère, et d'ailleurs un monastère au quotidien pour le moins austère. L'abbaye de Saint-Philibert aurait suivi les règles monastiques de Colomban, promouvant les jeûnes, l'abstinence et la pauvreté, en plus d'une place centrale et quotidienne de la souffrance, par mortification et pénitence tarifée.
À peine arrivé à Jumièges, Sidoine a dû tout de suite remarquer le principal édifice de l'abbaye, une église en l'honneur de la Sainte Vierge. En forme de croix, elle regrouperait 3 autels. Le central, donc dédié à la Vierge Marie, et les 2 autres latéraux à Saint-Jean et Saint-Colombin. Ouais, encore lui, je vous l'avais dit, c'est pas par hasard que j'ai commencé par parler de lui. Cette première église principale, les historiens l'appellent des fois l'église Notre-Dame, mais il ne faut pas imaginer quelque chose de semblable aux ruines qu'on peut voir de nos jours. L'édifice des ruines date de 1050, bien plus tard d'environ de 300 ans. Sidoine donc y passe plusieurs années à Jumièges et est lié à l'abbaye pendant au moins 10 ans. Parmi les petits protégés de l'abbé Saint-Philibert, c'est à travers lui que passera certaines cruciales missions. Par exemple, est documenté que Sidoine voyage dans le Poitou au nom de l'abbé Philibert pour y rencontrer l'abbé du monastère de Quincey, et cadre. Il en résulte alors l'abbaye de Noirmoutier, fondée par Philibert en personne en 674, pour y rester jusqu'à ses dernières années où il meurt en 684. On peut imaginer que Sidoine, donc notre moine, l'accompagne là-bas à Noirmoutier. C'est ce qu'affirment certains historiens et abbés. Or, c'est l'endroit de la vie charnière de Sidoine dont on a des événements clés, mais des dates floues qui parfois sont même contradictoires. On a par exemple la trace d'un certain Sidoine comme célérier à Noirmoutier. Donc célérier, c'est-à-dire qui fait un peu le comptable de l'abbaye, se chargeant de répertorier tout ce qui est fourniture et nourriture. En fait, la renommée de Sidoine ne reste pas cloîtrée au monastère de Philibert et atteint les oreilles de l'archevêque de Rouen. La bonne relation de Philibert avec l'archevêque de Rouen, Saint Ouen, a dû aussi aider. L'abbé Philibert et l'archevêque Ouen, tous les deux issus de familles d'aristocrates, sont un peu 2 bons camarades de classe de la cour de Dagobert Ier autour de 640. Ah oui, les grands noms historiques qu'on évoque ici et là, qui nous viennent jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas n'importe qui, mais souvent font partie de la haute société. C'est en se liant d'amitié avec Ouen que ce dernier avait demandé à notre cher moine Sidoine de l'accompagner lors d'un pèlerinage vers Rome. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. L'évêque Ouen était un proche de la cour royale, au point qu'à sa mort d'ailleurs, roi et reine s'étaient déplacés à son chevet. Ce n'est pas rien avec lui de faire copain-copain. Parcourir un long voyage et pèlerinage non plus, c'est pas rien. Le demander lui et par un autre pour l'accompagner veut dire beaucoup. Autour de l'année 674, donc, ils firent l'aller-retour vers Rome en passant par plusieurs monastères sur leur chemin. C'est à leur retour que l'évêque Ouen propose à Sidoine de devenir plus qu'un simple moine. Sidoine est alors promu abbé. Alors, on est encore une fois, autour des années 674-675. Est-ce qu'il est promu au rang d'abbé juste en tant que titre, ou bien est-ce qu'il est promu au rang d'abbé parce qu'il dirige aussi un monastère ? Ça, on ne sait pas trop à vrai dire. Bien que pour la plupart des historiens, cette époque marque donc la fondation du monastère sur nos contrées, qui a donné Saint-Saëns, donc autour de 675. Pour d'autres, abbés et historiens, il aurait été fondé autour de 685, 10 ans plus tard. Donc. L'un des hics historiques, c'est cette fameuse mention de Sidoine à Noirmoutier, là où il était célérier. Selon les interprétations de l'abbé Legris, ça doit être pris en compte, et qu'entre 674 et 684, il aurait été basé à Noirmoutier. Il n'aurait donc pas fondé ce fameux monastère. Ce ne fut qu'à la mort de Philibert et son inhumation réalisée qu'il serait remonté sur Jumièges. Là, Saint Ouen aurait déniché Sidoine pour qu'il fonde ce monastère autour de 685. Saint Ouen alors aurait été mort plus tard dans l'année, en 686 selon l'abbé Legris. On retrouve cette même idée d'installation en 685 dans un récit de la vie de Saint Philibert. Or, autre hic, ce que plusieurs historiens semblent confirmer, c'est que Philibert et Ouen seraient morts dans la même année. Ce serait même quasiment le même jour, 20 août 684 pour Philibert, 24 août 684 pour Ouen. Du coup, à la mort de Philibert, Sidoine n'aurait pas pu fonder son monastère de Saint-Ouen, puisque mort également. Bref, quelle est la date de fondation du monastère de Sidoine sur nos contrées ? 675, 685 ? Aucune idée. D'autres sources proposent carrément un entre-deux, vers 678. Le fait est que Sidoine aurait pu tout à fait être à la fois abbé de son fondé monastère, et à la fois célérier pour aider son ami Philibert. Son monastère fondé en 675, au retour de son pèlerinage, il aurait alors fait comme un aller-retour de plusieurs mois ou quelques années à Noirmoutier, pour finalement revenir à son monastère en 685, une fois Philibert trépassé. Le monastère fondé par Sidoine sur l'actuelle commune de Saint-Saëns a été initié, financé, voire
subventionné par Saint-Ouen, archevêque de Rouen donc, et Thierry III, roi de Neustrie, voire carrément roi de tous les Francs en fonction de l'année de l'établissement. Quant au lieu où était placé ce monastère, ça reste un énième mystère. On évoque souvent deux possibles lieux, le centre du bourg ou le camp souverain. Mais ça pourrait tout à fait être ailleurs, comme on n'en sait rien. Le seul indice qu'on ait, c'est une absence d'indice. Lors des gros travaux au centre du bourg, quand on a enlevé le vieux prieuré entre 1850 et 1900, aucune trace d'un quelconque ancien monastère ou bâtiment a été relevée. Tout ce qu'on peut imaginer de l'époque, c'est qu'un monastère a été posé là car il y avait une certaine population non négligeable. Une forêt et donc du bois, de l'accessible eau potable et des terres cultivables. Non loin de ce monastère, par exemple, on faisait pousser des vignobles sur les coteaux de long de la Varenne. Pensez par exemple au nommé bois de la Vignette, encore aujourd'hui du côté de Saint-Martin-en-Smonville. Sidoine ou Saint-Saëns est donc notre premier Irlandais. Touché par la grâce et vivant entièrement sous les principes de la chrétienté, c'est malheureusement tout ce qu'on semble savoir de lui. De sa main, on n'a qu'une seule trace. Une vulgaire empreinte de cire gardée au musée d'Auprès de Nantes, noyée parmi des milliers d'autres. C'est un cachet de cire, moulé par un anneau qu'on mettait au doigt pour cacher son envoi. Ici, on peut y lire Pro Sedenio, qui veut dire pour Sidoine. Normalement, au milieu, c'est un visage. Le passionné élu de Nantes Gildas Salahune y voit un homme chevelu levant un bras vers une croix. Ce qu'on peut imaginer de Saint-Saëns, c'est un semblant de physique, surtout grâce à ses représentations. Bon, pas avec ce cachet de cire. Que ce soit plutôt sur une statue à l'oratoire ou la statue et les vitraux de l'église de Saint-Saëns. Saint-Saëns est toujours représenté portant un livre et son bâton pastoral. Un imposant et gros livre pour bien appuyer qu'il était un réel geek de la connaissance et de la chrétienté. Est-ce pour cela qu'on retrouve un hibou sur le vitrail de Jean-Jacques Gruber ? Peut-être. Dans l'opinion commune, les rapaces nocturnes sont symboles de sagesse en lien avec la connaissance cachée. Ce fameux vitrail d'ailleurs est le plus accessible, à droite dès qu'on rentre dans l'église. Vitrail moderne, car réalisé au début des années 40, on y retrouve quelques éléments clés de sa vie. Au niveau de sa tête, un bateau, clairement un bateau provenant d'Irlande pour arriver à Jumièges. Sur le même niveau, on y voit une baleine, parfois symbole de renouveau ou de renaissance spirituelle. Comme si, quittant son Irlande, il repartait de zéro. En dessous, on voit une sorte de baril. Est-ce que c'est pour signifier son rôle de célérier ? Puis tout en bas, on y voit des bâtisseurs, pour symboliser donc le Saint-Saëns comme fondateur. Tout en haut, un bâtiment dressé en tuiles orangées. Est-ce que ce serait le monastère fondé ? Ou bien l'abbaye de Jumièges, dans laquelle il a séjourné ? On y voit quand même beaucoup de têtes, et comme si c'était très fréquenté. Un autre vitrail plus en hauteur, réalisé par la maison Gaudin dans les années 30, représente un certain Saint Sidonius. Enfin, côté clocher, on y retrouve deux petits vitraux, plutôt des côtés symboliques de Saint-Saëns. L'un renvoyant les origines irlandaises, voire écossaises de Saint-Saëns. On y voit clairement le fameux trèfle, qui est plutôt irlandais, et l'autre renvoyant vers le chemin parcouru en tant que pèlerin chrétien. Autre représentation de lui, on le retrouve étrangement en statue colorée à l'église de Sainte-Trinité à Corny. Corny, c'est dans l'Eure. On remarquera qu'il tient toujours son gros livre à la main, et de son autre main, il tient comme le vide, la statue ayant apparemment perdu sa crosse, son bâton pastoral. J'aime croire d'ailleurs qu'il y ait des similarités avec la statue de l'église de Saint-Saëns. En haut de sa tête, donc au niveau de ses cheveux, comme si dans les deux cas, une petite mèche de cheveux bouclée sur son front. Qui sait ? En tout cas, aucune idée du pourquoi on retrouve notre moine spécialement ici. Eh bien parce que notre Sidoine a fondé d'autres monastères, et avec un certain Saint Lefroy, qui était d'origine de là-bas. Saint Lefroy, donc, un noble d'Évreux tout droit arrivé du monastère de Montérolier. Lefroy débarque en 686 auprès du moine Sang, attiré par son éclat de ses vertus, selon les mots de l'abbé Pétain. À croire que les influenceurs existaient déjà à l'époque. Rayonnant de sa popularité, notre moine Sang attire un certain Lefroy donc, qui, avec lui, fondèrent des monastères dans l'actuelle région d'Évreux, dont il est originaire. Lefroy fonde notamment l'abbaye Croix-Saint-Ouen, en l'honneur de Saint-Ouen donc, et s'y installe en 694 pour y rester plus de 40 ans. Le lieu s'appelle désormais Croix-Saint-Lefroy. On y retrouve plusieurs vitraux représentant Saint-Lefroy qui a laissé beaucoup de traces de son passage ici et là. On le voit représenté avec l'évêque d'Évreux. On sait aussi que Lefroy était un grand ami de saint Ansbert, ancien moine de Saint-Vandril qui a remplacé Saint-Ouen en tant qu'évêque de Rouen.
J'en parle car dès la mort de 500, dans les années 690 très certainement, son monastère est dirigé par l'actuelle abbaye de Saint-Wandrille. Son successeur, Saint Landon, est en effet responsable à la fois du monastère de Saint-Saëns et de Saint-Wandrille. À partir de là, le clergé saint-sanais devient comme chapeauté par l'abbaye de Saint-Wandrille pendant un certain nombre d'années. L'abbaye de Saint-Wandrille, toujours une abbaye encore aujourd'hui d'ailleurs. Pendant longtemps, c'est notamment là-bas que certaines reliques de Saint-Saëns ont été sauvegardées, avec l'abbaye de Fécamp. Dans ces deux abbayes ont perduré à un bon moment le fait d'honorer Saint-Saëns le 15 novembre. Les reliques, justement. Les reliques de Saint-Saëns sont donc longtemps restées à Saint-Wandrille et à Fécamp. Aujourd'hui, si je comprends bien, un radius gardé à Fécamp est arrivé sur Saint-Saëns en 1975, alors que le bras reliquaire contenant un fémur est au musée des Antiquités de Rouen. Pourquoi les reliques ne sont pas restées continuellement à Saint-Saëns ? Parce qu'on évitait les pillages normands. Vous savez, à l'époque des Vikings, là, où les Normands arrivaient pour tout prendre, ce qu'ils trouvaient au passage, même carrément en prendre un duché. Pour sauver les reliques chrétiennes, la plupart ont fui la Normandie, pour être gardées dans une église un peu plus loin. C'est le cas des reliques de Saint-Lefroy, qui ont été gardées dans une église de Suresnes, qui portait jadis d'ailleurs le nom de Saint-Lefroy. Suresnes, en pleine Île-de-France actuelle donc. Et les reliques de Saint-Saëns alors, ont-elles suivi une même destinée ? Probablement. En Île-de-France, on retrouve également une église au nom de Saint-Sidoine, à Jablines. Est-ce que les reliques de Saint-Saëns ont été déplacées là-bas pendant un moment et la présence des Normands ? C'est en tout cas ce que suppose notre curé, Patrice Chamabé, en exposant intelligemment cette idée. Aujourd'hui, on n'en garde donc plus grand-chose dans notre moine sidoine, par quelques reliques, un vulgaire cachet de cire et cet oratoire. Un oratoire au beau milieu du catelier en prenant la sente du bienheureux. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que personnellement je ne le savais pas, bienheureux c'est le titre d'un religieux par béatification, c'est-à-dire un titre donné en reconnaissance des vertus et miracles locaux. Quant au titre religieux de saint, c'est une suite à une canonisation. Outre l'oratoire, à côté de celui-ci, l'abbé Cochet et Jean-Michel Picard évoquent également la fontaine du bienheureux, qui, selon la légende, aurait été bénite par lui-même, dans le but de détourner le lieu culte celte vers un lieu culte chrétien. Car oui, comme me le rappelait Dominique Lemercier, là on a des arbres à pousses lentes, typiques des lieux druidiques et celtes, où l'on se recueillait, du if et du ou. Avant même l'arrivée de Sidoine, c'était donc déjà un lieu bien habité, avec ses cultes et une grande histoire passée. Avant Sidoine, le site aurait été un site paléochrétien. Encore avant, un lieu avec plusieurs villas romaines, et encore avant, un lieu celte avec donc un potentiel culte druidique en haut de cette colline qu'on appelle aujourd'hui le Catelier. Toute cette époque encore plus ancienne sera le sujet de la prochaine histoire à raconter. Pour cet épisode, la source principale de laquelle a découlé toutes mes autres références est La vie de Saint-Saëns, écrit par l'abbé Legris en 1891. Un papier qui n'est malheureusement pas en libre accès, ça m'a coûté 18 €. Je vous mets donc à disposition un lien pour le télécharger sur mon site si ça vous intéresse. Je suis dans le même esprit de notre moine sidoine, partager la connaissance pour tous. Parce que selon moi, science et connaissance devraient continuellement être en libre accès.